Je vais vous parler de l'article Differences between patients with intermittent claudication and critical line ischemia undergoing endovascular intervention, insights from the Excellence in Peripheral Artery Disease Registry, qui est un article qui est paru en novembre 2021 dans Circulation. Donc c'est une étude épidémiologique analytique qui compare les données entre les patients en ischémie critique et en claudication intermittente. Le rationnel de cette étude, c'est qu'on sait que ces patients sont différents sur le plan clinique, mais on a peu de données sur les caractéristiques en angiographie et sur les modalités de traitement qui sont utilisées chez ces différents patients. Les données sont issues du registre Excellence in Peripheral Artery Disease Registry, qui est tenu par l'Université du Texas. Donc c'est un registre multicentrique sur 23 centres, et c'est ce qu'ils disent dans l'article. Quand on regarde leur site, il y en a 13 qui sont affichés. Et donc les patients inclus, c'est les patients qui bénéficient d'une revascularisation endovasculaire. Ça ne concerne pas les patients qui ont la chirurgie ouverte, ni les patients qui ont uniquement un traitement médical. Donc c'est un recueil qui a été lancé en juillet 2013 et qui reprend des patients depuis janvier 2005. Donc, de janvier 2005 à juillet 2013, c'est rétrospectif, et puis après, c'est un recueil prospectif. Et les données qui sont recueillies, c'est les caractéristiques cliniques, démographiques, les traitements de ces patients, les données de périprocédure et le suivi à un an. Donc, dans les données analysées, la technique chirurgicale était au choix de l'opérateur, il n'y avait pas de technique chirurgicale imposée, et c'était repris des dossiers médicaux des patients. Et les données angiographiques et péri-opératoires étaient anonymisées et relues par un laboratoire indépendant pour confirmer les mesures de taille de vaisseau, de calcification, tout ça. Donc, ils ont fait deux groupes parmi tous les patients inclus. Un groupe claudication intermittente, donc c'est la classification Rutherford 1 à 3, et ischémie critique, Rutherford 4 à 6. Les données qui étaient analysées parmi toutes les données du registre, c'était les caractéristiques initiales, le niveau atteint iliaque, fémoro-poplité au jambier, les caractéristiques des lésions et les caractéristiques des procédures utilisées. Donc, ils avaient établi quelques définitions. La sténose significative, c'était 50% de plus. Plusieurs niveaux, c'était 2 niveaux ou plus. La maladie décrite comme diffuse, c'était une sténose supérieure à 30% sur 20 mm ou plus. Les complications périprocédure, c'était dans les 30 jours qui suivaient la procédure. Et c'était les dissections qui limitaient le flux, les perforations artérielles, les hématomes rétropés, la transfusion, l'insuffisance rénale, la conversion en voie ouverte et l'embolie distale. Donc le critère de jugement principal, c'était les complications majeures de membres, donc l'amputation susmalléolaire, la revascularisation dans l'année ou le décès de toute cause. Ça, c'est un critère important de mail. On voit de plus en plus, j'ai pu un petit peu déjà, mais c'est le critère vraiment assez spécifique des membres inférieurs. Et pourquoi le décès de toute cause est... Parce que ça fait plutôt des effets non majeurs. Parce que moi, je pensais que les mails, c'est pas... C'est dans les deux. Ouais, c'est difficile d'éliminer le décès des événements majeurs. Quel que soit ça concerne le monde, en fait. J'ai l'impression que dans le mail, c'était décès plutôt d'origine cardiovasculaire. Après, c'est décès, suivant une complication de langue. Il faut savoir que ces définitions, elles varient d'une étude à l'autre. Il n'y a pas vraiment de truc carré. On peut trouver des différences dans le mail ou dans le mail d'ailleurs. Je vais t'intéresser un peu au mail si ce n'est pas très long. Et en fait, notamment sur des grosses complications de cardio, et en fait, ça varie. Ce n'est pas strict comme définition. Et donc, les complications cardiovasculaires majeures, le décès, l'infarctus ou l'AVC. Donc, les résultats, ils avaient du coup 1983 patients dans le groupe claudication intermittente et 1343 dans le groupe ischémie critique.
Donc, on voit que les patients dans le groupe ischémique critique, ils étaient plus vieux. Pas tant que ça, en fait. Hein. Enfin, c'est significatif, hein. Il n'y a pas de différence, mais ouais. Une différence plus importante. Ils étaient plus d'origine non caucasienne. Il y avait plus de diabète chez les ischémiques critiques. L'hypertension n'était pas significatif. La dyslipidémie avait pu se retrouver dans les claudications intermittentes. L'insuffisance rénale, c'est bien plus représenté dans le groupe ischémique critique. Les maladies coronaires, plutôt dans la claudication. L'infarctus, c'était pas significatif. L'insuffisance cardiaque, c'était plus dans les ischémies critiques et antécédents d'AVC aussi. On voit par contre que les patients sont plus tabagiques dans le groupe claudication intermittente. Et en termes de traitement médical, parce qu'il parle du traitement médical recommandé chez les patients en AOMI, donc c'était l'arrêt du tabac, le cardégique, les statines et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On voit que les patients sont mieux traités médicalement dans le groupe claudication intermittente que dans le groupe ischémique critique. C'est intéressant. Alors, donc, bon, grosso modo, ils sont plus sévères, plus âgés, plus sévères en termes de facteurs de risque, sauf le tabac. Ce qui est intéressant, c'est que les ischémies critiques, il y a une tendance ethnique, raciale, apparemment, sur d'avoir des patients plus sévères chez les Noirs, les Hispaniques, etc. Est-ce que c'est donc il y a un rôle social également? Est-ce que c'est lié également au traitement? Parce qu'on voit qu'ils sont un peu moins bien traités en fait, les ischémies critiques, ce qui n'est pas assez paradoxal, parce que c'est médicalement que les claudicants. Ne revenez pas là-dessus dans le Il ne parle pas du côté social de la pathologie. Non. Et puis, c'est un recueil qui est fait aux États-Unis, où je pense que les caractéristiques, le niveau socioculturel n'est pas le même. Ça pose le problème de l'accès aux soins et l'accès au traitement. Après, il y a plus de cardiopathie ischémique dans le groupe ischémie, claudication, qui peut peut-être expliquer qu'ils ont plus de double antiagression plaquettaire, s'ils ont eu un stent. C'est dans coronary artery disease, il y a une différence significative. Alors peut-être que du coup, ça se retrouve sur le traitement qui. Mais je n'explique pas la différence. Enfin, pourquoi il y a plus de cardiopathie ischémique? Il y a une travaux actuellement aux États-Unis pour différentes compagnies sur justement le côté racial et la différence de l'accès aux soins en fait, et l'impact de l'accès aux soins sur les pathologies vasculaires. Parce que ça concerne souvent, comme en France d'ailleurs, on en parlait hier, des populations un peu plus socialement défavorisées. Après, quand on voit que sur l'ensemble des traitements, ils sont moins bien traités dans le groupe ischémique critique, on a vraiment l'impression que c'est plus social que simplement cardiovasculaire. D'accord. Donc, les caractéristiques des lésions chez ces différents patients. Donc là, je n'ai pas compris, le nombre de patients dans chaque groupe était différent de ce qui était annoncé dans le texte et dans ces collègues-là. Et on peut analyser les deux membres? Non, il analysait vraiment un patient. Un patient. Et là, pour les lésions, il ne parle pas des deux membres à ce point-là. Oui. Parce qu'on revient en arrière, 2000 patients, ah oui. Mais je pense qu'il s'intéresse peut-être aux deux membres, à mon avis. Le nombre total de lésions. Oui. Je sais pas, voilà, mais c'est vrai que c'est la différence, c'est le point négligeable, ils auraient pu préciser dans les deux. Donc, les lésions, donc on voit qu'il y a quand même 14% des patients qui ont des lésions fémoro-compliquées dans le groupe critique, claudication intermittente, et 80% dans le groupe ischémique critique. Il y a une différence même en faveur du groupe claudication. Au niveau jambier, il y avait 46% chez les claudicants, chez les ischémiques critiques, chez les claudicants. Et au niveau iliaque, il n'y avait pas de différence. Là, ce sont les lésions observées ou les lésions traitées? Les lésions observées.
lésions observées. Et il y avait une atteinte à plusieurs niveaux, plutôt dans le groupe claudication ischémique critique, significative. Et on voit par contre que le lit d'aval est franchement plus altéré chez les groupes ischémiques critiques que chez les chroniquants intermittents. Ça, c'est cohérent. Donc ça, c'était le nombre de lésions, enfin les caractéristiques des lésions traitées. Donc il y avait plusieurs lésions plutôt dans le groupe ischémie critique, et les lésions étaient par contre plus longues dans le groupe ischémie, enfin claudication intermittente. Les vaisseaux étaient plus petits dans le groupe ischémie critique. Il y avait des calcifications, il y avait pas de, enfin, il y avait des calcifications qui étaient plus sévères dans le groupe claudication intermittente, et une maladie diffuse dans les deux groupes de façon équivalente. Et une occlusion totale chronique par contre plus importante dans le groupe ischémie critique, et pas de différence pour les rosténoses intrastènes. Donc ça, c'est les procédures utilisées. Donc ça, c'est un peu ce qu'on trouve dans le service finalement. C'est plus l'angioplastie conventionnelle dans les ischémies critiques parce que c'est plutôt les têtes de jambes. Il y avait plus de mise en place de stents dans les chroniquants intermittents. Il n'y avait pas de différence par contre pour l'utilisation de ballons actifs. Et ça, c'est, enfin, moi, j'en ai jamais vu dans le service, mais il parlait pas mal de debulking. Et il y avait quand même plus d'utilisation de debulking dans les groupes ischémie, enfin, claudication intermittente que ischémie critique. Et en termes de franchissement des lésions chroniques totalement occlusives, c'était plus important dans le groupe ischémie critique. Donc ça intéresse les différentes choses qui sont intéressantes. Donc le ballon que tu as bien mis, c'est le traitement des axes de jambes, donc c'est normal d'avoir cette différence. On voit que le stent tenu a une grosse part de pause, d'utilisation. Et dans le bulking, c'est un peu un excès de langage parce que ce n'est pas tous du bulking. Le cutting, je sculpte, c'est plutôt des scoring balloons, des dispositifs de préparation. Il n'y a pas de bulking, on ne retire pas de matériel. On retire dans le laser, on retire data, dans le Super-Hawk, etc. Et voilà. Moi, je fais une différence entre. Il y a un peu un excès de langage. Après, aux États-Unis, c'est important, c'est que tous ces dispositifs de bulking, il n'y a aucune preuve scientifique de leur intérêt en termes d'amélioration de résultats, de perméabilité, zéro. Qu'aux États-Unis, c'est drivé par les GHM, puisque le remboursement de l'hospitalisation du patient n'est pas le même en fonction de si tu utilises ou pas ce dispositif. Donc, c'est complètement influencé par des intérêts financiers. Alors, chez nous, ils ne sont pas remboursés. Pour ça qu'on n'a pas vu, c'est que c'est pas remboursé, c'est une bonne utilité. Et ce qui est étonnant, c'est que eux, étant donné qu'il n'y a aucune preuve scientifique, eux, ils sont plutôt généralement en retard sur la validation des devices avec les augmentations des traits, tout ça, c'est arrivé après la France. Pourquoi là-dessus, alors qu'il n'y a pas de preuve scientifique, ils le mettent en avant? Je ne peux pas expliquer, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a dû avoir un lobbying à un moment ou à un autre. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a 2-3 ans, la vie a changé. Maintenant, en fait, pour les États-Unis, c'est plus facile de les mettre en place aux États-Unis qu'en Europe. Alors, c'est intéressant. Mais ça, on n'a pas d'explication finalement. Je ne sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi on a vu ces dispositifs remboursés aux États-Unis. Ils ne sont pas exactement remboursés, c'est qu'ils permettent en fait, je crois, si tu mets un stent tenu, on est de l'ordre de $1000 pour le séjour. Et si tu mets un dispositif de l'ordre de $17,000. La différence, c'est quand même très notable. On parlait aussi du bailout stenting, ce qu'on fait, c'est les stenting de sauvetage après dissection. Et ça, c'était équivalent dans les deux groupes. Donc, en termes de résultats et de complications, il y avait plus de succès d'intervention chez les chroniquants que chez les ischémies critiques. Par contre, de façon générale, les complications, c'était équivalent. Il y a juste l'hématome qui était ressorti,
avec plus d'hématomes dans le groupe ischémie, claudication intermittente, ischémie critique. Donc ça, c'est le résultat important de l'étude, c'est les complications, les résultats à 1 an avec les analyses multivariées. Ça, on est un an là-dessus, c'est ça, toi. Ouais. Et donc, on voit que il y a plus d'effets indésirables de jambes majeures dans le groupe ischémie critique, 1,57 fois plus dans le groupe claudication intermittente. Il y a juste le décès qui ne ressort pas après ajustement sur les comorbidités, qui montrent que finalement ces patients ils meurent plus de leur comorbidité que de leur maladie de jambes. Donc il y a plus d'amputations majeures, plus de revascularisation dans un deuxième temps. L'amputation, ça sent bien. Ouais. C'était le premier critère qui sortait. Et par contre, pas plus d'événements cardiovasculaires majeurs. On voit qu'ils sont quand même pas mal repris en revascularisation ouverte plutôt qu'en endovasculaire. Donc là, en fait, ils ont fait 2 types d'analyses multivariées. Ils ont fait aussi un appariement par cardinalité, qui décrivait ça comme une technique beaucoup plus précise pour apparier les patients et avoir moins d'effets des biais. Donc globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les patients en ischémie critique sont plus comorbides, les lésions sont plus sévères avec des niveaux multiples, des atteintes plus distales, un lit d'aval qui est de moins bonne qualité, plus d'occlusion chronique et une atteinte plus diffuse. Et ces patients-là, ils font plus d'événements majeurs de jambes. C'est le résultat du résultat principal de l'étude. C'est surtout des amputations majeures. Et en deuxième, c'est plus de réintervention. Par contre, il n'y a pas plus de décès dans un groupe long. Après, il parlait des angioplasties, la différence entre les angioplasties dans les 2 groupes. Il y a plus d'angioplasties au ballon dans les ischémies critiques que des stenting parce que l'efficacité des stents n'est pas documentée pour les niveaux bas, enfin pour les axes jambiers. Et il parle de 15% de réintervention aussi dans le groupe des claudicants intermittents sur l'ensemble du donné, parce que il y avait moins de traitements actifs, moins de stents actifs, moins de ballons actifs dans les premières années de l'étude. Et comme on disait, il n'y a pas plus de décès dans le groupe ischémie critique après ajustement sur les comorbidités, parce que c'est probablement ces comorbidités qui sont les principales causes des décès. On voit également que le traitement médical n'est pas optimal chez les patients en ischémie critique. Parce qu'il y a moins de la moitié qui sont sous intégrant plaquettaire final. Ouais. Donc les avantages de cette étude, c'était que c'était une cohorte multicentrique incluant un grand nombre de patients. Il y avait un laboratoire indépendant qui relisait les données d'angiographie et de procédures. Et c'était une des rares études qui décrivait précisément les caractéristiques des lésions et les traitements utilisés dans les différents groupes. Comme des limites, c'est qu'il y a une partie de la cohorte qui est rétrospective avec 15% de données qui manquaient. Donc, c'est des patients uniquement qui ont des revascularisations endovasculaires. On ne sait pas, on ne connaît pas la différence pour les patients qui ont uniquement le traitement médical ou la voie ouverte. Et donc, c'est un recueil de données depuis 2005 avec des pratiques qui ont changé depuis. Et le suivi est d'1 an uniquement. On ne sait pas ce qui se passe après cette année de suivi. C'est vrai que pour une cohorte aussi importante et aussi ancienne, d'avoir 1 an de suivi, c'est un peu frustrant.
Aussi le peu de décès dans le groupe ischémique critique, sur des mails aussi, parce que quand même, on sait que dans l'ischémie critique, il y avait un certain nombre de décès de complications cardiovasculaires dans les années qui suivent. Mais il y a des différences. On trouve bien en fait, ce qu'on décrit. Ce qui est rigolo, c'est que l'ischémie critique, on a l'impression que c'est trop câline, cette situation-là. Ils ont vraiment une attaque de jambière prévenue. Il y a un nombre de patients chez qui on fait des voies fémorales antérogrades, où la fémorale, le haut est sans problème. Zéro lésion, et la lésion commence vraiment au jour. La part de diabétique, c'était quoi l'ischémie? 70% contre 50%. Voilà. Peut-être aussi. Très certainement, il y a des facteurs de risque qui ont un pouvoir un peu de localisation de la maladie. Bah ouais, le diabète et l'insuffisance rénale. Enfin, l'insuffisance rénale. Ouais, les deux qui sont majoritaires, enfin qui sont importants. Bon, ça confirme des choses qu'on connaît, mais je trouve que ça reste intéressant quand même. C'est une bonne photographie des deux populations. Et c'est vrai que ce n'est pas des trucs très, très fréquents. On passe à peu près. Ça manque un peu de suivi, quoi. C'est une innovation en effet. Et eux, ils n'ont pas de piste sur les différences de traitement entre les deux groupes. Non, ils n'en ont pas. On regarde par exemple un seul traitement intégrant pédiculaire, on regarde 82%. C'est faux. 82% au ischémique critique, c'est pas si mal que ça. Et les statines, 70%. Ok, très bien. Des questions? Rien. Oui. Oui. Pour les externes, c'est une bonne photo de la pathologie cardiovasculaire ensemble. Des traitements nécessaires.